Bien, bonjour. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui de stimulation cérébrale profonde, de neurochirurgie des mouvements anormaux, en essayant d'être complémentaire avec l'excellente présentation de Marie Vidaillé hier. Alors, la stimulation cérébrale profonde fait partie de l'arsenal de la neuromodulation invasive, ou qu'on peut appeler aussi implantée. Avec la journée d'hier, nous avons eu l'occasion de voir beaucoup de présentations sur les stimulations non invasives. Alors, dans cet arsenal, vous voyez quelques exemples, la stimulation médulaire épidurale implantée, la stimulation nerveuse périphérique aussi, mais ça va être le topo. La stimulation cérébrale profonde. Alors, d'abord, on ne peut pas s'empêcher de rendre un hommage assez important à Halim Louis Benabid pour rappeler quand même que cette aventure de la stimulation cérébrale profonde est au moins au départ très franco-française. Elle est née à Grenoble il y a 25 ans maintenant, et M. Benabid a eu très récemment deux prix très prestigieux, celui de la fondation Lasker, considéré comme étant l'antichambre du Nobel, comme l'a rappelé Lionel Nakache hier, et puis un nouveau prix très original qui s'appelle le Breakthrough Prize, organisé par GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, enfin toutes ces compagnies de la Silicon Valley, et qui est bien doté, et qui récompense des travaux fondamentaux. Vous voyez, j'ai mis en bas la photo du premier patient de M. Benabid. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone pour prendre les vidéos au bloc opératoire lorsqu'on constate un phénomène nouveau. Mais lorsque, pour la toute première fois, il a pu remarquer, avant d'effectuer une chirurgie ablative à l'époque, c'est-à-dire la thalamotomie pour améliorer un tremblement, il a remarqué que la stimulation, à condition d'être à une fréquence supérieure à 100 Hz, non seulement permettait de localiser, d'induire les paresthésies dans le membre supérieur, cible du tremblement, mais surtout d'arrêter net le tremblement, de manière répétée. Alors, nous allons parler de l'application principale de la stimulation cérébrale profonde au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la maladie de Parkinson. Il existe à peu près 100 000 Parkinsoniens en France, mais il existe aussi environ 100 000 Parkinsoniens implantés dans le monde avec une stimulation cérébrale profonde. Alors c'est une maladie, juste pour faire un petit rappel, neurodégénérative qui est due à la dégénérescence d'un noyau profond qui s'appelle la substance noire pars compacta, qui contient la majorité de la dopamine cérébrale et dont la dégénérescence va entraîner la disparition d'un faisceau, la voie nigrou-striée, et donc diminuer considérablement la quantité de dopamine dans le striatum, noyau codé et putamène, que vous voyez ici. Et cette déplétion en dopamine, ce manque en dopamine, va entraîner un dérèglement extrêmement important de l'activité neuronale au sein de ce qu'on appelle les ganglions de la base, c'est-à-dire l'ensemble de ces noyaux profonds du cerveau qui, comme vous savez, sont d'une importance fondamentale dans la locomotion et dans l'exécution des programmes moteurs. Plus tard, on découvrira aussi leur rôle fondamental dans le comportement psychologique et dans la pensée et dans le comportement limbique, à vrai dire. Et il a fallu, entre 1817, description par James Parkinson, il a fallu à peu près un siècle pour faire le lien entre ces symptômes extraordinairement handicapants et la dégénérescence de ce tout petit noyau, caractérisé d'ailleurs par l'apparition de corps de Lévy. Alors, comment peut-on traiter cette maladie ? Donc il a fallu un siècle pour faire le lien entre la dégénérescence en dopamine et les symptômes décrits par James Parkinson. Il a fallu 50 ans après pour pouvoir déboucher à une conséquence thérapeutique, c'est-à-dire produire la dopamine en forme de comprimés, de médicaments, plus précisément le précurseur de la dopamine, la lévodopa, et avoir un remplacement dopaminergique qui restaure les anomalies d'activité neuronale au sein des ganglions de la base.
Alors, de manière célèbre, Oliver Sacks avait écrit le livre L'Éveil, qui a inspiré cet extraordinaire film que je vous recommande, qui est sorti il y a 20 ans, on voit très bien Robbie Williams, feu Robbie Williams, qui a disparu récemment, également, qui présentait une maladie de Parkinson, et puis surtout De Niro, qui jouait extraordinairement bien cette maladie. Et alors, pourquoi je parle de ce film? Parce que ce film raconte l'éveil brutal d'une population de patients qui ont une forme de Parkinson, à vrai dire, particulière. Et puis, il décrit très bien les problèmes rencontrés par le traitement dopaminergique. Alors, c'est quoi ces problèmes? À vrai dire, ils sont dus au caractère discontinu de l'administration de dopamine. C'est l'apparition de fluctuations et de dyskinésie. Je vais vous montrer par exemple une vidéo d'une patiente qui a une maladie de Parkinson typique, donc avec un tremblement de repos qui va disparaître à l'action, mais surtout une grande difficulté à initier les mouvements et à initier un programme de marche. Donc une akinésie sévère, une rigidité très importante. On voit à travers la posture fléchie de cette patiente, et puis une marche à petits pas. Il s'agit d'une patiente qui n'est pas sous traitement ou qui a arrêté son traitement la veille. Alors, lorsque vous administrez un traitement dopaminergique par lévodopa ou par agoniste dopaminergique, au départ, vous assistez au phénomène de lune de miel, c'est-à-dire la correction spectaculaire de l'ensemble de ces symptômes pendant plusieurs années. Simplement, ce caractère discontinu va amener quelques années plus tard à ce genre de symptômes que vous voyez ici très bien, ce qu'on appelle les dyskinésies lévodopa induites. Ici, il s'agit de dyskinésie de type choréique, de pic de dose. Donc cette patiente, si vous l'examinez, elle n'a plus de symptômes parkinsoniens, elle n'a pas d'akinésie, elle n'a pas de rigidité, elle ne tremble pas, mais vous induisez une nouvelle maladie en quelque sorte, enfin de nouveaux symptômes neurologiques qui peuvent être très sévères. On voit la difficulté quand même de gérer cette situation. Et l'ensemble de ces mouvements anormaux, donc, qui ne font pas partie de la maladie au départ, vont être la conséquence de cette administration discontinue, en tout cas de cette stimulation dopaminergique discontinue des ganglions de la base. Deuxième problème qui apparaît dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, c'est le fait d'avoir une administration par voie générale de la dopamine et donc une stimulation dopaminergique qui peut aller au-delà du système moteur pour affecter des réseaux, notamment du striatum ventral que l'on voit ici, qui lui, à vrai dire, n'est pas en manque de dopamine. Et on peut assister à des comportements de type hyperdopaminergie. Je vous ai mis ici cette photo parce que vous avez peut-être entendu parler de jeux pathologiques, par exemple, chez certains parkinsoniens sous agonistes dopaminergiques. Alors tout cela a amené à réfléchir sur une solution de stimulation des ganglions de la base plutôt locale et continue, et c'est le cas de la stimulation cérébrale profonde, qui a donc démarré en 1987. Nous avons fêté récemment les 25 ans de cette découverte et de cette invention et sa diffusion de manière routinière, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'un traitement extrêmement routinier que l'on peut proposer aux patients. Je vous ai mis quand même quelque chose de très important. La Haute Autorité de la Santé émet des avis sur l'amélioration du service médical rendu de chaque traitement au jour d'aujourd'hui. Et avoir un ASMR1 est exceptionnel, que ce soit dans une thérapeutique pharmacologique ou non médicamenteuse. Donc la DBS, la stimulation cérébrale profonde, Deep Brain Stimulation, pour la maladie de Parkinson, aujourd'hui est classée ASMR1. Alors, quel parkinsonien? Voici aujourd'hui les critères qui nous permettent de sélectionner les patients en vue de cette DBS dans le cadre de la maladie de Parkinson. Alors, il y a des critères d'âge, j'ai mis 70 ans, mais c'est tout relatif, puisque selon les pays, à vrai dire, on voit, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, cette limite est plutôt vers 75 ans. Et puis deuxièmement, j'en parlerai tout à l'heure, les cibles de stimulation évoluent dans le temps et certaines cibles peuvent être
proposé à 75, 76, 77 ans sans problème particulier. Deuxième critère, et à vrai dire qui est un critère fondamental, c'est la dopasensibilité de la maladie. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que si le patient répond très bien au traitement dopaminergique, pourquoi aller lui proposer une opération de stimulation cérébrale profonde? Et la réponse est la ligne d'après, c'est-à-dire qu'il s'agit de patients qui sont toujours très répondeurs à la lévodopa, mais au prix de dyskinésie, comme on l'a vu sur la vidéo, ou de fluctuations. Ça veut dire que l'effet ne se maintient pas sur la journée, et il va y avoir des moments de off, que les patients racontent comme blocage, hein, où ils vont perdre le bénéfice du déblocage par les agents dopaminergiques de manière pas toujours prévisible. Et donc, ça crée des journées, les patients typiques que l'on opère, ils sont toujours très dopasensibles, mais leur journée est faite de transition, soit ils sont en blocage, soit ils sont en dyskinésie sévère, et c'est difficile, c'est un dilemme de choisir entre les deux situations. Élément important, les signes axiaux. C'est quoi les signes axiaux? C'est le freezing, c'est les troubles cognitifs, c'est les troubles urinaires. Pourquoi? Parce qu'il s'agit souvent de symptômes liés à des dégénérescences parallèles à la dégénérescence dopaminergique. Et d'ailleurs, ce sont souvent des symptômes qui ne sont pas dopasensibles. L'examen neuropsychologique est une donnée fondamentale, et ça a été disséqué pendant les 10 dernières années ou les 15 dernières années. On a pu voir un certain nombre de patients qui pouvaient développer des effets indésirables de la stimulation, un type de comportement hypomaniaque ou d'autres anomalies qui peuvent être gênantes après l'intervention. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que c'était le cas, lorsqu'on fouillait très bien dans le passé du patient, on aurait pu le détecter auparavant. Donc aujourd'hui, l'examen neuropsychologique et ou psychiatrique, ça dépend des centres, tous les centres ne proposent pas une consultation psychiatrique en plus, nous on le fait, permet de détecter les patients à risque d'aggravation de troubles du comportement après la stimulation, et donc pour qui on ne va pas proposer ces stimulations, ou alors on va discuter plus précisément la cible. L'IRM normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tumeur, une malformation vasculaire, etc. Et puis évidemment l'absence de contre-indication chirurgicale générale. Donc les patients, le cursus du malade, c'est le suivant. Le screening, entre guillemets, se fait par consultation en neurologie, plus souvent qu'en neurochirurgie, un suivi de cohorte, un bilan d'opérabilité qui va inclure un test à la lévodopa, c'est-à-dire que le patient est mis à jeun de dopamine la veille. Donc, le lendemain, il est vraiment très bloqué souvent. C'est assez désagréable, mais c'est important pour coter le score UPDRS, notamment sa partie 3, motrice. Et puis, une administration aiguë de lévodopa, sous forme de lévodopa dispersible souvent. Et puis, rebelote, nouveau testing, nouvelle évaluation UPDRS 3. Et l'évolution de ce score va juger de la dopasensibilité. Aujourd'hui, on retient un minimum de 50% de dopasensibilité pour pouvoir proposer le traitement. L'IRM, les échelles neuropsychologiques, la consultation psychiatrique et puis la consultation stomatodentaire pour éliminer les foyers infectieux. Et puis, comme souvent dans ces neuromodulations implantées, le dossier il fait l'objet d'une réunion de staff de type RCP pour acter définitivement la proposition que l'on va faire aux patients. Enfin, lorsque la proposition est retenue et que le patient est d'accord, parce que le patient, pour lui, c'est pas toujours évident. La maladie de Parkinson, souvent, elle est là depuis plusieurs années, et a priori, de prime abord, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit opérer la maladie de Parkinson. Vous voyez, un patient qui a une tumeur, vous lui montrez son IRM, il a un méningiome, ça paraît évident qu'on va lui proposer une intervention pour retirer ce méningiome. Là, vous avez une IRM normale, qu'est-ce qu'on va opérer finalement? Alors, donc il faut que les patients soient prêts pour cette intervention, ça c'est très important. Il faut qu'ils soient prêts aussi pour que leur attente
soient à la hauteur de ce qu'on peut leur proposer. Donc de plus en plus, on fait appel à des infirmières d'éducation thérapeutique, et donc il y a un ensemble de kits qui se développent maintenant en éducation thérapeutique du patient. Le dernier en date s'appelle Parquet du STEAM, développé avec les équipes de Toulouse et de Bordeaux, et qui permet de préparer le patient avant l'intervention, le préparer sur l'intervention elle-même, mais sur aussi la période post-opératoire, et être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde entre les attentes du patient et ce qu'on peut réellement espérer tirer comme bénéfice de la neurostimulation. Ce qui est intéressant dans la stimulation cérébrale profonde, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux tests préopératoires, au bilan préopératoire, on peut prédire assez précisément les résultats de la stimulation. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans la douleur ou autre. Toutes les études ont démontré, par exemple, que l'amélioration du score UPDRS-3 par la levodopa, donc le test à la levodopa, correspond à peu près à l'amélioration attendue motrice par la stimulation cérébrale profonde. Donc, si le patient est amélioré de 60%, sa motricité, si l'intervention se passe bien et que les réglages se passent bien, va s'améliorer d'environ 60% sur le score moteur, alors même que le mécanisme de la stimulation cérébrale profonde n'est pas dopaminergique. Alors, comment ça se déroule ? C'est une intervention qui fait partie de la chirurgie stéréotaxique, d'où l'utilisation de ce cadre de stéréotaxie, et va faire appel à une imagerie par IRM qui va servir un peu de GPS du cerveau, et l'intervention va en partie être une intervention avec un patient éveillé, ce qui va nous permettre d'avoir un enregistrement neurophysiologique, notamment du noyau subthalamique, de faire des tests cliniques de la neurologie péropératoire avant d'implanter définitivement les électrodes. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça se déroule, dans une ambiance de bloc opératoire. Vous avez ce système qui correspond à un scanner péropératoire qui permet d'avoir un contrôle à la fois en 2D mais en 3D opératoire du placement des électrodes et de le fusionner avec l'IRM par exemple. Ce cadre de stéréotaxie est posé avec une ACI locale. Ce cadre de stéréotaxie va représenter en fait un référentiel 3D X, Y, Z, et il va permettre de pouvoir introduire une électrode test, une électrode définitive à travers un petit trou de trépan, et d'être sûr d'être dans l'endroit pointé sur l'IRM. Donc là, il y a une planification. On va cibler par exemple le noyau subthalamique, comme souvent dans la maladie de Parkinson. Dans le cas de cette vidéo, c'est un tremblement essentiel, donc c'est le thalamus qui est visé. Et puis, pendant l'intervention, après que le trou est fait, la patiente, en l'occurrence, est réveillée. Il y a un système qui s'appelle le microdescendeur qui va tenir l'ensemble des instruments. Et ça va permettre, donc vous voyez le système d'électrophysiologie qui est mis en place, donc avec d'abord une électrode test, et un contrôle permanent de chaque geste, ça c'est très important. Vous voyez le docteur Osserov qui est en train d'enregistrer l'activité neuronale unicellulaire. C'est une intervention qui est assez particulière parce qu'on a un enregistrement à l'échelle du neurone chez l'être humain. Là vous voyez c'est en on, et puis quand ça va être en off, la stimulation, le tremblement va revenir tout de suite. Donc le test péropératoire va permettre d'affiner la cible et d'être sûr non seulement d'avoir une efficacité, mais surtout, à vrai dire, de ne pas avoir des effets indésirables, puisque la capsule interne est souvent acquetée. Et ça, c'est majeur. Après, il y a l'implantation du boîtier, qui peut être en pectoral ou en abdominal. Voilà, de manière assez classique. Alors, dans les développements récents, le contrôle des électrodes en péropératoire maintenant est de plus en plus fréquent grâce à ces scanners péropératoires qui nous permettent d'avoir une imagerie 3D qui va être imprimée sur l'IRM qui est faite par des processus de fusion d'images. Et puis, dans la période post-opératoire, à vrai dire, c'est là où les réglages vont commencer. Parce qu'une fois qu'on a mis ces électrodes dans le noyau subthalamique ou dans le noyau VIM ou dans le GPI, avec le stimulateur,
très bien, mais on n'a toujours pas traité la maladie. Il s'agit de dispositifs de neuromodulation, donc par définition réversibles, et c'est leur réglage qui va réellement délivrer l'énergie électrique et l'effet clinique. Alors ces réglages, ils sont particulièrement longs dans la maladie de Parkinson. Ils demandent à être adaptés au cas par cas avec un examen neurologique répété. Et le réglage optimal aujourd'hui sur un noyau subthalamique est obtenu entre 3 et 6 mois environ. Donc ça, c'est important aussi à dire aux patients auparavant. Le stimulateur, il a une durée de vie d'environ 5 ans. La programmation donc, du stimulateur porte sur plusieurs paramètres, essentiellement la fréquence. Aujourd'hui qui est relativement consensuelle, elle est mise à 130 Hz, sauf dans le tremblement où on peut monter à 180. La largeur d'onde, qui est souvent de l'ordre de 60 microsecondes, parfois 90 microsecondes, et puis évidemment l'intensité, enfin qui est un voltage dans le cas précis. Et ça permet finalement d'avoir une diffusion du courant électrique tout autour de l'électrode. Vous voyez que là, il y a 4 plots, puisque c'est des électrodes qui ont 4 plots au bout. Assez souvent, un seul plot est utilisé, plus rarement 2, pour essayer de dessiner un courant électrique le plus optimal. Alors, il y a une très longue littérature maintenant sur l'évidence de ce traitement, et il y a des niveaux de preuve de tous les niveaux, mais surtout de niveau 1, sur l'intérêt de la stimulation versus traitement médical, versus off chez les mêmes patients. Quelles sont les complications chirurgicales? C'est une neuromodulation implantée, donc par définition, elle expose à des risques. L'hémorragie intracérébrale, alors ça c'est un petit peu choquant, ces images spectaculaires, elles sont rarissimes, voilà, je les ai trouvées dans le Handbook of Neurosurgery. C'est quand même très rare. Les risques hémorragiques, ils sont de l'ordre de 1%, et lorsqu'ils arrivent, une fois sur 2, ils sont asymptomatiques. Les erreurs de placement, encore qu'avec les processus d'image actuels et l'imagerie péropératoire notamment, ce risque est en train de diminuer considérablement. Le vrai risque persistant, c'est l'infection. Alors, contrairement à ce qu'on voit sur cette image qui est très rare, ça a une infection intracérébrale, 99,5% des infections sont des infections sur le matériel lui-même, surtout sur le stimulateur ou sur l'électrode, presque jamais en intracérébral. Cependant, il y a à peu près 5% de risque d'infection, donc c'est pas négligeable. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il faut retirer le matériel chez un patient qui souvent a commencé à s'améliorer de manière importante. Ça n'empêche pas de le reposer quelques mois par la suite. Les fractures d'électrodes, comme tout dispositif médical implantable, peut survenir. Là aussi, il y a eu des améliorations matérielles récentes qui ont diminué ce risque. Alors, par la suite, il va y avoir des complications potentielles qui ne sont pas dues à l'acte chirurgical ou au placement du système de stimulation, mais plus à la mise en place du stimulateur. Alors, au premier rang duquel j'ai placé l'apathie. Ce n'est pas une complication en soi, mais c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus chez les patients stimulés. C'est-à-dire que c'est les patients qui, après leur intervention, réduisent leur traitement dopaminergique de manière importante, notamment dans la cible noyau subthalamique, et on peut se retrouver avec une correction motrice spectaculaire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui le montrent bien, mais un manque de motivation important, ça va vous demander au conjoint, puis il lui dit finalement il fait rien, oui d'accord, c'est vrai, il tremble plus, mais il reste au fauteuil, et puis bon, on met la télé, voilà. Bon, c'est décevant quand même. Voilà, c'était une déception importante, on s'en est rendu compte rapidement, et on est tous d'accord maintenant que l'explication principale, c'est la diminution importante du traitement dopaminergique, surtout s'il est fait de manière brutale et trop importante. C'est-à-dire qu'au début, on était tous contents de voir ces améliorations vraiment spectaculaires, et puis l'étape d'après, on se dit peut-être qu'on va pouvoir supprimer les médicaments, le rêve d'un traitement où on n'a plus de médicaments à prendre, où on est corrigé entièrement. Et en fait, c'est pas bien. Il ne faut pas trop réduire le traitement dopaminergique après une stimulation cérébrale profonde. Là aussi, on l'explique aux patients avant l'intervention, parce que parfois c'est une attente pour lui, supprimer les médicaments. Et la
raison, elle n'était pas très connue, mais récemment l'hypothèse de M. Benebile est la suivante, c'est que l'apathie, et c'est une réalité, fait partie de la maladie de Parkinson, d'une manière générale. Mais c'est un symptôme qui est dopasensible, hein, donc l'apathie, je répète, c'est vraiment un manque de motivation important qui font que les patients n'entreprennent pas de programme, d'action, de loisirs ou quoi que ce soit. Donc l'apathie fait partie de la maladie de Parkinson, mais c'est probablement le seul symptôme qui est dopasensible, d'IBS résistant. Alors que la majorité des symptômes qui répondent à la dopa répondent à la DBS. Et alors, lorsque vous avez une réduction importante du traitement dopaminergique, évidemment, ce symptôme va ressortir. Donc aujourd'hui, il faut être vraiment très attentif à ce risque-là. Et donc, s'il arrive, on peut réintroduire des doses d'agonistes dopaminergiques pour l'améliorer. La prise de poids, c'est assez récurrent chez ces patients. Donc, des fois, on peut leur recommander une diététicienne pour ne pas sombrer dans l'excès. Les troubles de l'articulation du langage, la dysarthrie, est une complication qui arrive chez 15% des patients environ. Alors, comme d'habitude, c'est une complication réversible, puisqu'elle est due à la stimulation. Néanmoins, si elle vous empêche d'augmenter vos intensités pour mieux corriger la maladie, ça peut être embêtant. Alors, les nouveaux dispositifs qui sont apparus récemment, notamment les télécommandes, permettent éventuellement d'avoir deux programmes. Un programme très bon sur le plan moteur, mais qui altère le langage chez 15% des malades. Et puis un où c'est un petit peu l'inverse, et le patient, via une éducation thérapeutique, peut s'en sortir de la sorte, c'est-à-dire switcher entre les programmes selon son activité. Et puis enfin, les complications neuropsychiatriques, j'en ai parlé tout à l'heure. Très clairement, aujourd'hui, beaucoup de choses ont été décrites, des dépressions sévères, des syndromes hypomaniaques, etc., etc. Aujourd'hui, on sait que si le screening psychiatrique et psychologique est fait correctement, on évite clairement l'apparition de ces symptômes-là. Alors, juste quelques exemples de cibles, qui sont les cibles actuellement utilisées de manière routinière à travers le monde. Donc, d'une part, pour la maladie de Parkinson, le noyau subthalamique, ça reste la cible de choix. Le globus pallidus interne, je vais en reparler parce qu'il revient à la mode, entre guillemets. Et puis enfin, le noyau thalamique VIM, qui est un noyau, pour le coup, qui ne corrige que le tremblement. Donc il s'adresse essentiellement aujourd'hui aux trembleurs essentiels. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un patient qui a un tremblement essentiel, donc un tremblement d'attitude et d'action, chez qui le patient a été implanté, son stimulateur étant off, il est en consultation. Vous voyez l'intensité et donc la gêne fonctionnelle que ça peut occasionner au quotidien. Et puis, donc la stimulation, là, pour le coup, elle est vraiment dans le VIM, dans le thalamus. Vous voyez, dès que le stimulateur est mis en on, le même patient, au cours de la consultation, l'effet est, pour le coup, immédiat. Contrairement à ce que l'on voit, par exemple, hier, on a parlé de la dystonie, où l'effet on-off n'est pas du tout de cette nature, pour des raisons qui nous échappent, à vrai dire. Donc le tremblement essentiel, qui est aujourd'hui la deuxième grande maladie qui bénéficie de la stimulation cérébrale profonde thalamique, là aussi, c'est une maladie 3 fois plus fréquente que la maladie de Parkinson. Et pourtant, dans les médias, on parle 10 fois plus de Parkinson que de tremblement essentiel. Cette semaine, heureusement, il y a une émission sur le tremblement essentiel. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur France 5. C'est une maladie un peu orpheline dans sa représentation médiatique, puisqu'elle touche, encore une fois, 3 fois plus de patients que la maladie de Parkinson. Donc environ 300 à 400 000 personnes en France. L'une des raisons, c'est que c'est une maladie qui progresse extrêmement lentement, de sorte que lorsqu'elle commence à 30 ans, par exemple, les patients vont être gênés à 60 ans, à 70 ans, donc à l'âge de la retraite. Alors autrefois, on appelait ça tremblement sénile, c'est donc très péjoratif. Deuxièmement, on a tendance à associer le tremblement à l'alcool. Bref, il y a beaucoup de clichés et beaucoup de choses à faire pour effacer ces clichés, parce que c'est une maladie, paradoxalement, où on voit moins de recrutement dans les centres qui implantent, qui font de la stimulation cérébrale profonde. Les patients sont moins adressés. On considère que trembler à 65 ans, ou à 70 ans, ou à 75 ans, c'est normal, c'est l'âge.
Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les meilleurs résultats dans les mouvements anormaux de la stimulation cérébrale profonde sont ceux qu'on obtient avec le tremblement essentiel. Et là, pour le coup, la limite d'âge, elle est quasiment inexistante parce que c'est une chirurgie plus légère et mieux supportée que, par exemple, le noyau subthalamique. Donc ça nous est arrivé d'opérer des patientes à 85 ans. À 85 ans, avec un tremblement essentiel sévère, vous pouvez perdre l'autonomie complètement, être placé, alors que jusque-là, vous étiez parfaitement autonome chez vous. La dystonie, Marie l'a évoqué hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'impact économique, je parle juste de cette étude, parce qu'on a parlé un petit peu de coût de la neuromodulation hier, hein, le TDCS versus TMS. Les dispositifs sont très chers. Une intervention comme ça de stimulation cérébrale profonde coûte environ 40 000 € à la sécurité sociale, à peu près partagé 20 000 € en dispositifs implantés et puis 20 000 € en soins et chirurgie. Néanmoins, lorsqu'on fait une étude réellement médico-économique, la sécurité sociale y gagne quand même parce qu'un parkinsonien qui arrive au stade dyskinésie et fluctuation, il est souvent hospitalisé pour des ajustements de médicaments. Il représente un coût sociétal nettement plus important que les 40 000 € que vous allez mettre, même si on compte le stimulateur qui est remplacé tous les 5 ans et qui coûte 15 000. Alors, quels sont quoi de neuf et quelles sont les pistes futures dans cette chirurgie des mouvements anormaux? Première tendance claire, c'est d'opérer les patients plus tôt. Je vous présente l'étude Early Stim, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une étude franco-allemande qui a démontré clairement que lorsqu'on propose une stimulation cérébrale profonde à un malade parkinsonien, le moment de la stimulation cérébrale profonde affecte beaucoup le résultat, non pas moteur, mais le résultat sur la qualité de vie et surtout sur l'insertion socio-professionnelle. C'est-à-dire que jusque-là, on a pu démontrer que la DBS améliorait les scores moteurs, qu'elle améliorait les scores moteurs de manière à long terme, enfin de manière durable, qu'elle améliorait les scores de qualité de vie, mais on n'arrivait pas à démontrer qu'elle améliorait l'insertion socio-professionnelle. Par exemple, maintenir un emploi, hein, parce qu'on peut avoir une maladie de Parkinson à 50 ans. Hein. Et bien, la réponse est venue de cette étude qui démontre que seule une chirurgie précoce, entre guillemets, parce qu'elle ne peut jamais être trop précoce, permet ce maintien socio-professionnel. L'étude Early Stim a démontré que la cible idéale serait le patient parkinsonien qui commence à sortir de sa lune de miel, en gros, qui commence à avoir des fluctuations, des dyskinésies. C'est là où tout peut se jouer, c'est-à-dire qu'en 2 ans de fluctuation, vous êtes désinséré socialement, quasiment. Alors aujourd'hui, clairement, plutôt qu'opérer 15 ans après, 20 ans après, où le retour en arrière devient impossible, il y a une claire orientation vers une chirurgie plus précoce. Deuxième actualité très importante, qui est revenue au goût du jour grâce à 2 publications, c'est la place d'une autre cible, qui est le globus pallidus interne, hein, que l'on a vu hier pour la dystonie, qui a été un petit peu essayé dans le Parkinson il y a 20 ans, mais qu'on a mis complètement de côté devant le succès spectaculaire du noyau subthalamique. Et à vrai dire, 2 études, une américaine, celle de Follett en 2010, et une étude multicentrique, contrôlée, randomisée, double aveugle. Donc les patients étaient implantés soit dans le globus pallidus interne, soit dans le noyau subthalamique. Ils ne le savaient pas, l'évaluateur ne le savait pas. On voyait que même dans le dispositif médical implantable et en chirurgie, on peut quand même réaliser des études de haut niveau de preuve et qui n'a pas démontré de différence entre les résultats du globus pallidus interne et du noyau subthalamique. Mais en termes d'effets secondaires, il y avait moins d'effets indésirables, notamment neuropsychologiques, dans le groupe globus pallidus interne. On s'en doutait parce que le noyau subthalamique est un noyau extrêmement ramassé sur 8 mm où la partie limbique et associative jouxte la partie sensorimotrice. Donc la sollicitation avec l'excitation électrique peut très vite déborder sur ces territoires-là. Alors que le globus pallidus est un territoire beaucoup plus large et lorsqu'on est en moteur, on reste en moteur. Deuxième étude européenne cette fois-ci, sorti dans Lancet Neurology en 2013, qui montre pareil qu'il y a une efficacité à peu près similaire.
Alors, au jour d'aujourd'hui, l'attitude, en tout cas en Europe, reste quand même de privilégier le noyau subthalamique, car il a un effet sur un plus grand nombre de symptômes que le globus pallidus interne, et surtout il permet une certaine réduction du traitement dopaminergique, ce que le GPI ne permet pas. Cela dit, ces études remettent en valeur la place du GPI. Pourquoi c'est important? Parce que l'âge limite pour le GPI n'est pas 70 ans, on peut aller même au-delà de 75 ans, à vrai dire. Deuxième aspect, le noyau pédonculopontin pour les troubles de la marche, car les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson, malheureusement, ne répondent pas à la DBS, donc ça reste un vrai problème, le freezing, le gait. Alors malheureusement, pour le moment, les résultats ne sont pas encore très probants pour le PPN. Enfin, les études ne sont pas terminées. Autre aspect, c'est l'imagerie à haut champ, pour mieux préciser justement la localisation anatomique des noyaux. Et puis pour fournir des images de tractographie. Pourquoi la tractographie est importante? D'une part parce qu'elle va de plus en plus dans le futur nous permettre d'avoir la voie pyramidale sur le planning chirurgical, et peut-être un jour ne pas être obligé de réveiller le malade pour tester cet effet indésirable. Et puis deuxièmement, parce qu'aujourd'hui on cible des noyaux, mais à vrai dire, il n'est pas impossible qu'il soit intéressant de cibler des faisceaux de fibres et pas uniquement des noyaux. Autre aspect qui va innover, qui va vraiment révolutionner le domaine à moyen terme, ce sont les électrodes multisegmentées. Vous voyez l'électrode d'aujourd'hui avec ses 4 plots et l'électrode de demain qui contient 40 et non pas 4. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change parce que avec cette technologie de multicontact, vous pouvez dessiner le courant électrique. Vous pouvez stimuler sélectivement des parties du noyau subthalamique, alors qu'aujourd'hui vous avez une sphère tout simplement autour du contact et vous ne pouvez pas dessiner comme vous voulez votre courant électrique. Autre innovation, mais celle-ci elle va être plus longue à venir, c'est évident, c'est la DBS optique. Peut-on stimuler de manière avec la lumière et non pas avec le courant électrique? Il va y avoir une présentation tout à l'heure là-dessus. C'est potentiellement possible parce que si l'on sensibilise les neurones ou la voix en question par un vecteur viral qui fait exprimer par exemple une opsine qui s'appelle channel rhodopsine 2, ou il y en a d'autres, et que l'on arrive avec une lumière spécifique de la longueur d'onde du récepteur en question, eh bien on a un contrôle extrêmement sélectif qui ne concerne que la voix en question ou les neurones en question. Alors, le futur de la stimulation cérébrale profonde actuellement s'ouvre clairement vers les maladies non motrices, c'est-à-dire les maladies psychiatriques, avec surtout la dépression pharmacorésistante, l'RCG25, les TOC, dont 2 cibles différentes, le noyau subthalamique et le striatum ventral. Luc Mallet a beaucoup travaillé notamment sur les TOC et noyaux subthalamiques, et une étude est en cours en France, TOC2, vers un remboursement par la suite. D'autres maladies non motrices, Lionel Nakache en a parlé hier, les troubles chroniques de la conscience font l'objet d'une recherche active. Et puis, juste pour la fin, j'aurais pu commencer par ça, c'est la dissection des mécanismes de la DBS, parce que il faut être modeste, on ne les connaît pas aujourd'hui, comment ça marche et pourquoi l'effet fréquence. Alors, cet article de Gradinaru, l'équipe de Karl Desroth à Stanford, a sorti un excellent travail qui a démontré que, grâce aux techniques d'optogénétique, que finalement, ce que l'on stimulait, c'était surtout les fibres afférentes au noyau subthalamique, et que l'effet, en tout cas, passait surtout par la sollicitation de la voie cortico-estéenne, plus que par la stimulation du noyau subthalamique lui-même. Et puis enfin, au laboratoire à Neurospin, on essaye de combiner des méthodes d'IRM fonctionnelles qui ne sont pas possibles chez l'homme parce que le dispositif n'est pas compatible.
Et donc chez le primate, nous développons ce genre d'approches qui sont en cours et qui nous montrent juste quelques résultats préliminaires. L'effet fréquence sur une simulation du globus pallidus interne, vous voyez qu'entre 20 Hz et 120 Hz, même en corrigeant pour la puissance électrique globale, la TED, et ben, seules les fréquences supérieures à 100 Hz sollicitent des relais corticaux à distance de l'électrode, qui sont moteurs et prémoteurs dans le cas présent. Voilà. Juste pour insister, vers la fin, c'est que ces approches-là, elles sont multidisciplinaires ou pas. Donc à l'hôpital Foch, on a une équipe autour de tous ces aspects et à l'évidence, si c'est pas comme ça ne peut pas marcher. Et j'en ai fini. Je vous félicite pour la clarté de votre exposé. C'est une histoire complexe. Vous êtes très didactique et je pense que tout le monde a parfaitement compris. Quelques questions? Il n'y a aucun point qui est resté obscur. Oui, ça marche, oui. Dites-moi, professeur, au niveau des implantations, vous avez dit en préambule que vous aviez 100 000 personnes qui étaient frappées par la maladie de Parkinson en France. Au niveau des implants, alors je pense que ça doit être, et on a parlé avec le professeur à côté de moi, les personnes qui souffrent de tremblements. Combien y a-t-il d'implants qui sont faits aujourd'hui en France? Combien oui, de patients ont-ils un implant et donc qui aujourd'hui ne sont pas redevenus normaux, mais déjà disons qui souffrent plus de tremblements. Et voilà. Alors, sur le plan épidémiologique, on va dire, donc il y a effectivement 100 000 patients en France, mais la stimulation concerne 20% de ces malades. Donc, il y a potentiellement devrait intéresser 20 000 patients. Aujourd'hui, en France, on implante 400 patients par an. C'est pas beaucoup, c'est très peu. Et en France, il doit y avoir 5 ou 6 000 patients implantés. Pas beaucoup plus que ça. Donc malheureusement, il y a encore beaucoup de patients qui ne bénéficient pas, alors que ce sont des thérapies de routine maintenant. Qui plus est, on a la chance en France que c'est entièrement remboursé par la Sécurité sociale, donc ça coûte 0 € aux patients. Merci, merci. Une autre question. Je voudrais vous poser une question sur l'efficacité à long terme de la stimulation cérébrale, c'est-à-dire la maladie de Parkinson étant une maladie évolutive, est-ce que la DBS reste efficace à long terme? Très bonne question. La DBS, il a été prouvé qu'elle restait efficace à long et à très long terme sur les symptômes moteurs dopasensibles. Donc si la maladie reste sous un format de maladie de Parkinson dopasensible au long cours et qu'il n'y ait pas des signes axiaux qui se greffent, vous allez garder exactement la même efficacité. Vous allez avoir besoin d'augmenter un petit peu les intensités du courant dans le temps, ça on le remarque, mais l'efficacité est là. En revanche, ce qui se passe, c'est que certains patients vont commencer à développer des signes axiaux qui ne sont pas dopasensibles, ou des démences aussi au bout de 20 ans. Ça, aujourd'hui, on le sait quand même dans l'année de Parkinson, au bout de 20-25 ans, le pourcentage de dépenses est nettement plus élevé que ce qu'on croyait autrefois. Et là, très clairement, la DBS n'y fera rien. Elle sera toujours, même à 20 ans, elle sera toujours efficace sur les symptômes moteurs dopasensibles, mais comme le tableau devient tellement lourd et multi-symptomatique, on aura l'impression qu'elle a perdu son efficacité. Merci. Donc pour rebondir sur cette question, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un effet neuroprotecteur? C'est-à-dire que quand on stimule un système, quand un système dégénère, si on ne le stimule pas, voilà, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un rôle Je pense qu'on n'a rien à penser, soit il y a une évidence based ou pas. Il n'y a pas de croyance en la matière.
Alors, est-ce qu'on sait à vrai dire, l'équipe de M. Benabid a fait une étude chez le primate MPTP qui est sorti dans Brain en 2007 ou 2008, qui a démontré un potentiel de neuroprotection. Cela dit, c'est toujours difficile ces études chez l'animal en termes de neuroprotection, et chez l'homme c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que les modèles n'induisent pas toujours exactement le même niveau de perte neuronale, ou alors il faut avoir un très grand nombre d'animaux pour y arriver. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune évidence définitive. Voilà. En revanche, il n'y a pas d'évidence dans l'autre sens. On n'aggrave pas la maladie de Parkinson, on n'induit pas de dégénérescence neuronale dans le site stimulé, par exemple, même à très long terme. On a eu l'occasion d'avoir des spécimens post-mortem de patients qui ont eu des accidents de voiture, etc., où autour de l'électrode, il n'y a aucun phénomène toxique. Mais la neuroprotection, aujourd'hui, nous n'avons pas d'argument pour l'affirmer. Merci Béchir déjà pour cette présentation. Je voulais rebondir sur ce que tu nous as montré sur le singe et notamment la stimulation à 120 Hz avec en IRMF une activation multifocale. Je voulais savoir si tu avais testé chez ces singes un modèle de stimulation multifocale avec des implantations dans les différentes zones qui étaient potentiellement activées à distance. Et voilà. Bah écoute, tu anticipes bien le programme de recherche parce que c'est exactement ce qu'on souhaite faire par la suite. On peut imaginer que la sollicitation de ces régions précisément, qui sont beaucoup plus simples à accéder chirurgicalement, etc., ou peut-être d'une manière non invasive d'ailleurs, du reste, pourrait peut-être solliciter le même système. Et d'ailleurs, il y a eu une revue récente par Randy Buckner dans PNAS, qui est sortie le mois dernier, qui parle exactement de cela, c'est-à-dire du rôle de l'IRM fonctionnel pour faire le lien entre les thérapies invasives et non invasives. Et peut-être que l'IRM fonctionnel, avec les réseaux qu'elle identifie, peut justement servir de biomarqueur pour faire le link entre ces deux mondes. Voilà. Une question stupide. Il se trouve à Garches n'avons pas de Parkinson, vous le savez. Et par contre, on suit un certain nombre de patients qui ont un syndrome extrapyramidal qui s'appelle l'acanthocormie. Est-ce que, j'ai bien compris que c'est vraiment non dopasensible, est-ce que se prépare une intervention chirurgicale pour ces patients ? Oui, la comptocormie a fait d'études en DBS, effectivement. Alors, c'est un domaine assez hétérogène aussi, la comptocormie. Oui, bien sûr, tout n'est pas extrapyramidal. Voilà, c'est un petit peu la difficulté, mais il a été testé, par exemple, la stimulation du GPI dans certaines formes de comptocormie avec un certain succès aussi. Mais c'est un champ qui mérite d'être vraiment défriché pour identifier la bonne cible. Encore une fois, sur le Parkinson, aujourd'hui, ça concerne que 20%. Si on avait stimulé tous les Parkinsoniens il y a 20 ans et qu'on avait fait une grosse étude, on aurait conclu à l'échec de la DBS. Parce que seuls 20% avaient une excellente réponse. Et les comptocormies, moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une situation où on a du mal à dire quels sont les potentiels comptocormies qui pourraient... Alors, les patients parkinsoniens eux-mêmes régulièrement présentent une comptocormie. Oui, oui. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre d'entre eux sont redressés par la DBS. Oui. Non, parce que à Garches, enfin, c'est Mme Marty qui s'occupe de ça parce qu'elle s'occupait de polio, de scoliose, et en travaillant sur la scoliose, elle a la comptocormie. Certaines sont dues à des maladies musculaires, certaines sont psychiatriques, mais enfin bon, plus tellement, il n'y a plus de tranchées. Et un certain nombre sont extrapyramidales et le traitement est tout à fait décevant. Donc on serait bien content d'avoir votre aide sur le sujet. Voilà une excellente idée. Merci beaucoup. Merci. De remarquables exposés didactiques.